Il va de soi que l'éducation joue un rôle central dans la réussite et le développement de la société. En ce sens, le Québec doit augmenter le financement de ses universités, lesquelles font face à des problèmes en raison de leur sous-financement. Sur ce point, tout le monde doit faire sa juste part. L'État, les institutions d'enseignement, le secteur privé et les étudiants. Le gouvernement croit qu'il est maintenant temps d'agir. Sur cette question, notre position est juste et équitable. Ce premier ministre, au fond, n'est que le symbole d'une société bloquée et qui mène à la marchandisation de nos vies. L'arrogance du pouvoir n'aura eu comme effet que de renforcer notre confiance en nous-mêmes. Les solidarités tissées au travers des nuages de gaz ne se délieront pas de sitôt. Les mains tendues ne se lâcheront pas. Et nous marcherons encore, pendant des années s'il le faut, et bien au-delà de cette grève, afin qu'un jour le peuple du Québec reprenne aux affairistes et à l'argent les rênes de ce pays. Ensemble, bloquons la hausse. La citation liminaire est tirée de la tribune offerte par Le Monde à Jean Charest en juin dernier. La suivante, de la lettre adressée par Gabriel Nadeau-Dubois aux militants étudiants à l'occasion de sa démission en tant que co-porte-parole de la classe au début du mois. Ce qui frappe à leur lecture commune, au-delà du contraste entre le ton enthousiaste et revendicatif de la seconde, écrite tout entière à la voix active, et celui, plus calme et posé, que confère à la première une prédominance de phrases passives, c'est la disparité des vocabulaires utilisés. GND parle d'aspiration, de conviction, de solidarité, de peuple et d'exigence sociale. Son langage est avant tout politique. Le PM, lui, évoque la réussite, le financement, l'éternelle juste part, les partenaires économiques et les contribuables. C'est dire que le sien n'est que comptable. Entre les deux se creuse un fossé apparemment insurmontable ou, pour reprendre l'expression de Jean-François Lyotard, un différend, figure qui désigne pour le philosophe un cas de conflit entre deux parties, au moins, qui pourrait ne pas être tranché équitablement, faute d'une règle de jugement applicable aux deux argumentations. C'est bien là ce à quoi nous sommes confrontés ici. Entre le discours idéologique des grévistes et celui, tout en chiffres, du gouvernement, il n'y a aucun vocable commun et donc pas de terrain d'entente possible. Dès lors, la seule issue réside-t-elle dans l'acceptation par l'un des camps en présence d'utiliser la langue, le type de raisonnement, de l'autre? Le compromis est jouable, à preuve l'essai aussi richement documenté que tendancieux Université Inc., publié chez Lux en 2011. La dénonciation très pragmatique de 9 mythes sur la hausse des frais de scolarité et l'économie du savoir à laquelle les auteurs s'adonnent renferme l'essentiel des arguments économiques auxquels se réfèrent les différentes associations étudiantes. Risqué, cependant, puisque Lyotard explique aussi que lorsqu'un parti est forcé de recourir à un idiome qui n'est pas le sien, sous peine de ne pas être reconnu, par exemple le travailleur qui doit endosser chez Marx le droit économique et social bourgeois dans lequel se déroule un litige avec son employeur, il devient du même coup victime. Si l'adoption du dit idiome peut régler le conflit, la dépersonnalisation qu'elle implique met en évidence une autre tension au sein même de l'intériorité du plaignant, entre force de travail et capital pour l'ouvrier, ou, pour l'étudiant opposé au dégel, entre des visions divergentes de l'éducation. L'usage ponctuel d'un langage économique par le militant est donc possible, mais il semblerait que sa généralisation le mène à la trahison, ou à tout le moins à la dénaturation de sa propre parole. À la lumière de cette dernière réflexion, et en acceptant de fait la prépondérance médiatique de l'argumentaire libéral, c'est-à-dire d'une conception strictement économique de nos rapports au savoir, il convient dorénavant de s'interroger non sur l'éventualité d'un troc linguistique, mais bien sur la possibilité même d'existence d'une alternative. Une proposition politique peut-elle convaincre, voire simplement se faire entendre, dans un contexte discursif où sévit une hégémonie de topics économiques? Une telle proposition est récemment tombée comme un ovni dans la vie publique québécoise. Il s'agit de Nous sommes à venir, le manifeste publié en juillet par la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Attaqué dès sa sortie, le bref document rappelle la naissance du fascisme en Italie dans les années 20, pour les uns, tandis que d'autres lui reprochent ses tendances anarchistes ou encore anarcho-communistes. Une telle diversité des critiques étonne et, surtout, signale l'étonnement que le pamphlet suscite. S'il peut être associé à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche, c'est qu'il est d'abord incompris, soit parce qu'il est si mauvais qu'il n'y a rien à y comprendre, soit parce que les conditions de sa compréhension ne sont pas réunies. Dans le deuxième cas, qu'on espère le plus probable, les raisons de cette méconnaissance sont à rechercher à même le texte, dont la lecture attentive nous permettra aussi, peut-être, de dégager quelques propositions sur l'efficacité du discours militant. Stuart Murray, professeur de rhétorique et d'éthique de l'Université d'Ottawa, relève en effet que le manifeste est intrinsèquement un appel à la prise de parole, donc au langage. En d'autres mots, sa forme et sa réception difficultueuse problématisent le différent dont il est issu. Mais de quelle parole s'agit-il?
Le sol du Québec vibre au rythme de centaines de milliers de pas depuis plusieurs mois. Une force d'abord souterraine, auparavant engourdie par un consensus froid, a surgi ce printemps. Cette force a animé étudiantes et étudiants, parents, grands-parents, enfants, travailleuses et chômeurs. L'Incipit s'inscrit d'emblée dans l'histoire des grands récits politiques. La force qui anime le Québec et dont le surgissement est réitéré par 2 fois évoque certains spectres qui, à l'orée d'un autre manifeste, hantaient l'Europe. Reprise dégradée cependant, puisque contrairement au spectre qui avait pour nom communisme, la force, si elle se mue plus loin en vision d'une démocratie directe, n'en a pas. Dépersonnalisation de sa nature doublée d'une démultiplication. Ici, même les grands-parents battent le pavé avec les chômeurs. Le mouvement décrit se présente d'entrée de jeu comme anonyme et rhizomique, à l'image d'un manifeste signé par un acronyme et dont le titre se revendique d'un « nous » aussi flou que l'avenir. Nous sommes avenir, nous sommes à la fois à venir, tout en incarnant, au présent, les promesses de cet avenir qui pointe à l'horizon. Ce qui ne va pas sans rappeler le « nous arrivons à ce qui commence », un vers de Gaston Miron que les banderoles militantes repropulsent à l'avant-scène de l'imaginaire social montréalais tous les 22 du mois. Dès lors, l'engagement qui innerve le texte est politique, certes, mais aussi poétique. Les métaphores y abondent, les anaphores communiquent à ces phrases le rythme des centaines de milliers de pas qui résonnent dans l'Incipit. Notre démocratie ne fait pas de promesses, elle agit. Notre démocratie ne nourrit pas le cynisme, elle le détruit. L'anthropomorphisme des concepts leur assure par ailleurs présence et combativité. S'élabore ainsi un certain lyrisme de la grève qui emprunte ses procédés à une littérature sociale du témoignage dont les premiers balbutiements industriels remontent au XIXe siècle. Depuis Zola, mais surtout avec les auteurs prolétariens de l'après-guerre, la représentation tectonique de la manifestation comme surgissement vertical d'une force enfouie qui se déverse brusquement au grand jour est devenue un cliché. Si le manifeste reprend les formes de plusieurs intertextes contestataires, il n'est donc pas sûr qu'ils parviennent à les réactualiser en leur éjectant un contenu nouveau. Le politique, en effet, pour peu qu'on le réduise à une image, même radicale, se voit vidé de toute signification. À preuve ses incessantes récupérations par le divertissement hollywoodien, exercice dont le dernier Batman offre un brillant aperçu en colorant d'une vague teinte stalinienne, une iconographie inspirée de la mouvance Occupy. Nous sommes à venir ne rejoint évidemment pas cet extrême, et pourtant il n'arrive pas non plus, contrairement à un Antoine Volodine, pour demeurer dans la veine littéraire, à réagencer les mots et les idéologèmes qu'il pompe à différentes sources en un ensemble dynamique. La réinvention du langage perdu de la dissidence, visé, selon Stuart Murray, dans le manifeste, achoppe sur la retranscription creuse de formules désincarnées. La beauté du bien commun, comme l'élite, capricieuse et avide, sont des expressions codées qui ne convaincront jamais les non-initiés. Loin d'être revivifié, le langage perdu est présenté sous vide, alors que sa récupération dans l'œuvre volodinienne, qui oblitère et entrecroise jusqu'au vertige les références extradiégétiques dont elle propose des amalgames fictionnels exceptionnellement riches, le met sur le respirateur artificiel et lui confère une seconde vie. Pour l'auteur des Anges mineurs, une parole politique est avant tout une parole vivante. Cette comparaison littéraire, excessivement rapide, montre que le manifeste de la classe, s'il évite selon Murray le piège d'une langue néolibérale, échoue à créer une langue neuve. Il identifie toutefois des divisions discursives préexistantes, ce en quoi il se rapproche d'un autre écrivain contemporain, François Bon, sans toujours les surmonter dans le nous fédérateur auquel il ambitionne. La première personne du pluriel, qu'on a vu apparaître dès le titre, se conjugue en effet dans la démocratie d'ensemble, proposée en guise de solution aux problèmes d'ensemble qui affectent la société québécoise. Cette conception démocratique directe se définit au fil d'une série d'oppositions avec sa version représentative, pratiquée par le pouvoir en place. L'une ne se vit qu'une fois par 4 ans et ne sert trop souvent qu'à changer les visages. L'autre rêve d'une prise en charge permanente de la politique par la population à la base. Or, plutôt que d'être sublimé comme la vision collective, soulignée à gros traits porte à s'y attendre, le mot ensemble revient 13 fois en 3 pages, les antagonismes systématiques font écho à ceux qui traversent le fameux « nous ». Si les locataires et les emballeuses en font partie, nulle mention n'est faite des propriétaires ou des gérants d'épicerie, des grégoires ou des maigras. Le clivage de base, binaire, s'opère donc entre les possédants représentatifs et les dépossédés directs, selon un schéma qui rappelle la fracture linguistique thématisée par Bon tout au long de son roman Daewoo. D'un côté, les mots à voix posée et propre des puissants. De l'autre, les mots de ceux qui n'en peuvent entre reclassement et chômage. À la différence près que, chez Bon, cet apartheid est à la source d'un travail plurivocal qui ne vise pas tant à l'amoindrir qu'à explorer ses possibilités poétiques et sociales. Nous sommes à venir, lui, cherche à résoudre une division politique au moyen d'un nous qui se veut inclusif,
Nous sommes le peuple, sans y parvenir. La rencontre inédite dans l'histoire de la modernité québécoise entre l'individu et le collectif, Signifiée, selon un article des profs contre la hausse par le mouvement étudiant, ne se réalise qu'à moitié dans le manifeste, et ce, bien que le lecteur soit inclus, qu'il le veuille ou non, dans l'acte d'énonciation d'un texte écrit au « nous ». Le différend extérieur qui freine la parole militante est donc reconduit par le fonctionnement oppositionnel de celle-ci, mais inversé du même coup. si les antagonismes sont clairement définis, Comme dirait Volodine, c'est à l'intérieur d'un système intellectuel en oscillation ou en boucle qui modifie la nature des oppositions. en d'autres mots, la mise de l'avant constante d'identités marginalisées, les femmes, les autochtones, les pauvres, couplée à la dévalorisation d'agents économiques dont la prédominance sociale n'est pas à démontrer, retourne imaginairement la relation de pouvoir entre les groupes en présence et les langages qui sont respectivement les leurs. Au-delà du jeu textuel, la substitution redonne aux politiques le rôle explicatif qui fut le sien avant sa destitution au profit du discours économique. Son versant néolibéral, que Michel Freytag compare à un raz-de-marée idéologique, aurait grugé depuis la fin du siècle dernier la place de la morale ou de l'éthique comme principe normatif d'interprétation du monde, avec pour effet l'annihilation de l'idée même de société par sa soumission aux lois du marché. Contrairement à ce que les phrases passives pétries d'évidence de Jean Charest veulent nous faire croire, une alternative à cet état de fait est donc possible. Oui. Mais elle est, pour le moment du moins, confinée à l'univers du manifeste. Est-ce négatif? Pas autant qu'on pourrait le croire, puisque le texte est un lieu d'expérimentation sociale des plus propices. L'utopie, si l'on revient au sens étymologique du mot forgé par Thomas More, désigne un endroit qui n'est géographiquement nulle part, à l'instar d'une construction langagière. Le meilleur des mondes possibles n'a dès lors pas à s'actualiser dans le réel. L'histoire récente rappelle d'ailleurs les dérapages auxquels ce type d'entreprise peut donner lieu. L'utopie a cependant le mérite de nuancer la notion de futur, Figure protéiforme du changement, qui, pour Freytag, est tournée vers la prévision, la programmation, le traitement de l'information et engagée dans une spirale de self-fulfilling prophecy. en lui opposant l'avenir, soit l'ouverture à la multiplicité des possibles. Nous avons ici fait preuve d'une approche inhabituelle, en convoquant des textes littéraires en guise de contre-exemple d'un discours social. Inspirés en cela par la perspective heuristique du Christ, nous voyons dans le roman une source de savoir applicable à des situations rhétoriques concrètes, ce qui relance à la fois le questionnement très contemporain sur la valeur des études littéraires, voire des humanités en général, et celui sur la portée et la puissance de la parole publique. Le manifeste de la classe, on l'a vu, demeure conventionnel dans sa reprise de topiques du discours militant et ambigu dans son usage du nous. Et pourtant, il aspire À créer un rapport de force, à parler fort, à peser dans la balance. dans cette optique, et pour aller au bout de l'approche décrite à l'instant, le recours à des procédés littéraires actuels, tels ceux observés chez Bon et Volodine, permettrait-il éventuellement un discours politique moins convenu, plus efficace? Plus précisément, la recombinaison inédite d'éléments de l'imaginaire révolutionnaire aurait-elle, malgré les risques de brouillage qu'elle suppose, un pouvoir de conviction accru, marquant à la fois la fidélité à la cause et un esprit de renouveau? De même, la mise en scène par le texte du dialogue que suppose le nous en viendrait-elle, en jouant un échange qui demeure pour le moment minimal ou inexistant, à refonder le politique comme considération pondérée des alternatives, du moins dans les esprits? En d'autres mots, serait-il possible, en vue de faire surgir les nouveaux espaces démocratiques qu'appelle de ses voeux le manifeste, de passer outre le cliché moderne ou postmoderne, qui voit dans la littérature un exercice essentiellement ironique, distancié, pour émuler, au contraire, le pouvoir performatif de celle-ci.